Donc, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour, petit flash crypto. Ça fait quand même, je sais pas ça fait combien de temps qu'on est parti, mais on change pas trop notre formule pour ce qui est du flash crypto. On fait un survol, je vais bien entendu être avec mon compadre Gab de la chaîne Token Mania. Bonjour Gab. Salut, ça va? Certain. Donc, comme je vous dis, on ne change pas notre formule gagnante. On va peut-être y aller un peu plus style discussion qu'on y a été dans le passé pour cet épisode-là. Et on verra pour la suite. Je pense qu'on va aimer ça comme ça. Anyway, on fait un survol du marché crypto. Qu'est-ce qui se passe? SEC, Bank of America, un paquet de trucs, peut-être en concordance. Donc, comme d'habitude, je laisse Gab commencer tout ça. Yes, Gab. Bon, ben salut mon Jess, je suis content d'être de retour. Ça faisait longtemps, je pense, comme tu dis, ça fait longtemps, je pense que ça fait pratiquement 2 mois et demi. Parce que je suis encore en Australie, là je suis de retour au Canada. Donc on va être de retour, puis il y a beaucoup de choses qui se passent. Je pense que la plupart du monde l'a vu. On a la SEC qui ont poursuivi Coinbase, qui ont poursuivi Binance. Et cette semaine, on a eu BlackRock, en fait, qui ont annoncé qu'ils allaient lancer un trust de Bitcoin spot. Donc ils vont acquérir des Bitcoins et vendre une certaine partie des actions, en fait, au public. Donc, je pense que ça va être quelque chose d'intéressant à voir. Puis quand on voit, tu sais, comme on a dit au début, la SEC qui poursuit Coinbase, qui poursuit Binance, il y a un peu un niveau d'incohérence dans le marché. BlackRock, pour le monde qui ne savent pas c'est quoi, c'est le plus grand géreur d'actifs au monde. Ils ont environ 10 trillions simplement pour BlackRock. Et ils ont aussi d'autres filiales qui se sont comme divisées pour pas avoir l'air trop gros. Il y a Blackstone, puis il y a d'autres petites filiales qu'on connaît un peu moins, mais c'est des trillions et des trillions de dollars. Les plus grosses banques. Ouais, ben c'est un fund, dans le fond, c'est un fonds d'investissement, en fait, qui est réservé quand même à l'élite. Tu peux pas aller là avec 10 000 $, dire je vais investir dans votre fonds d'investissement. Ça prend des millions, voire des milliards de dollars pour être en contact justement avec ces gens-là. Et ces gens-là ont quand même des grosses relations, premièrement, avec la SEC. Il y a beaucoup de gens qui étaient à la tête de la SEC ou des grosses positions qui travaillent maintenant pour BlackRock. Et on sait qu'ils ont quand même une mainmise, que ce soit sur le marché des technologies, sur le marché de l'alimentation, sur le marché du real estate. Beaucoup du real estate aux États-Unis est acheté. En fait, ils achètent des quartiers entiers avec leur fonds d'investissement qui, après ça, ils mettent à louer. Il y a une certaine théorie que les gens disent que le World Economic Forum disait c'est quoi qu'il disait? Vous allez avoir rien, et vous allez être heureux, tu sais. Fait il acquérit tout un peu partout. Le real estate, l'électricité, etc. Fait que tu pourras plus acheter, tu vas juste pouvoir louer. Exemple, un loyer, une maison, tu pourras plus l'acheter à cause de ce comportement-là. Exact. C'est un peu le thème du World Economic Forum, c'est Klaus Schwab, etc. Et là, ce qui est farfelu un peu, c'est que une semaine après que la SEC dise « OK, on va poursuivre Binance et Coinbase », BlackRock font leur application pour un ETF et ils veulent se servir de Coinbase, en fait, pour garder leur Bitcoin. Donc, BlackRock n'auront pas leur Bitcoin. Ça va être Coinbase qui vont faire la custody de leur Bitcoin. Donc, c'est un peu contradictoire, non? Exactement. Ouais, ça fait pas de sens pour tout. Non, ça fait pas de sens. Puis on voit un peu que c'est quasiment de la manipulation de marché. Ouais. Et on sait que ces gros joueurs-là font beaucoup de manipulation de marché. Mais une semaine avant qu'ils annoncent l'application, les autres se font poursuivre. Et le fait que la SEC poursuive Coinbase et Binance, ça fait aucun sens. Peut-être Binance, ça fait un peu plus de sens s'ils voudraient enlever un peu des parts de marché et les transférer, mettons, à Coinbase. Mais c'est pas ça qu'ils disent, parce qu'ils poursuivent Coinbase en même temps. Penses-tu que c'est un manque de communication entre les systèmes du gouvernement, peut-être entre la SEC qui est contrôlée peut-être puis qui a une vision différente ou un objectif différent? Peut-être Gary Gensler plus que la SEC, je dirais, qui a un objectif différent de d'autres parties du gouvernement, parce que là, j'amène un point peut-être pas important, mais il y a des parties du gouvernement qui sont pas contents après Gary. Là, ils sont en train de mettre son poste en jeu. Là. Je me trompe-tu? Non, il y a des sénateurs, en fait, qui ont fait une demande pour retirer Gary Gensler. Et je ne sais pas si certaines des personnes ont vu, là, un mois, Gary est allé devant le Congrès et les personnes du Congrès demandaient littéralement à Gary, on veut des clarifications. Tu nous dis que Ethereum, c'est une sécurité. Tu nous dis que c'est pas sûr si c'est une sécurité. Tu dis à tout le monde, à tous les joueurs, venez, on prend vos applications, on va vous réguler, mais tu n'es pas capable de donner de clarification. Ouais.
ils ont mis beaucoup de pression. Puis pour ceux qui ne savent pas, la SEC, c'est... Je veux pas me tromper, mais c'est pas un organisme, c'est gouvernemental, mais c'est pas élu. C'est comme un organisme un peu séparé. Personne vote pour la SEC, c'est vraiment des employés séparés qui vont en cours pour faire passer leur loi. Donc, ils ne décident pas de la loi, mais quand ils parlent, en fait, ça crée beaucoup de peur dans le marché. Fait que là, tout le monde, ils disent « Ah, la SEC dit que Ethereum, c'est une sécurité. » Et là, ils attaquaient Polygon Matic, qui est un gros joueur, Algorand, Cardano, tout ce genre de trucs-là. Ils les attaquent en disant « C'est une sécurité. » Mais quand ils arrivent devant le Congrès et qu'ils disent « Dis-nous si c'est une sécurité ou non », ils bafouillent un peu. Sécurité? Il n'y a jamais de clarification. Ouais. Non, puis il bafouille, il n'est pas capable de donner une réponse concrète. Pour vrai, j'ai regardé une partie de son interview. Je vais être franc avec toi, j'en étais fâché. On posait des questions, puis il disait, ouais, non, les gens lui demandaient carrément, c'est quoi les règles à propos de ça? Ben, il dit, les règles sont claires, on les a déjà émises. Puis là, il disait, ouais, mais c'est quoi les règles? Ben, elles sont claires. Je les ai déjà émises. De quoi tu réponds à la question? Puis là, les gens lui disaient, qu'est-ce que tu fais là, à la tête de ton poste, si nous, quand on te demande des réponses au gouvernement, tu n'es pas capable de nous répondre, puis il disait, ben, moi, j'ai donné les réponses claires. Là, c'est vraiment exaspéré. Genre... c'est vraiment aucune cohérence, tu sais. Oui, c'est ça. Mais je pense qu'il y a... Puis, tu sais, Gary Gensler, pour ceux qui ne savent pas, c'était un professeur au MIT, l'Institut de technologie du Massachusetts, une des plus grandes écoles de technologie aux États-Unis, voire la plus grande école, tu sais. Ouais. Puis avant, c'était un professeur de blockchain. Et Silvio, le créateur d'Algorand, qui travaillait aussi au MIT. Et Gary, il praisait, donc il était là. Oh, le travail de Silvio, c'est bon, c'est pas une sécurité. Puis là, 2-3 ans après, il est élu pour aller, il est engagé en fait pour devenir chairman à la tête de la SEC. Mm-hmm. Et là, il dit, OK, ça c'est une sécurité, ça c'est une sécurité. Et là, on apprend aussi qu'il y a quelques années, il avait appliqué pour être comme un conseiller pour Binance, puis il s'est fait refuser. Fait que ça vient un peu quasiment une bataille personnelle. Je sais pas si c'est parce qu'il reçoit des gros chèques des institutions comme BlackRock, Blackstone, etc. Mais il y a quelque chose qui se passe. En même temps, ça va à l'encontre un peu de BlackRock s'il poursuit aussi Coinbase. Ouais, mais ça va à l'encontre jusqu'à un certain point. Ouais. C'est comme le bouc émissaire. Tu sais, Gary, il prend tout le blâme présentement. C'est comme la personne que le monde dise « Ah, c'est de sa faute, c'est de sa faute. » Là, tout le monde pense que c'est Gary Gensler le méchant. Fait qu'il prend tout le mal. Mais au final, tu as les BlackRock que là, ils font application pour le Bitcoin. Ça suppresse vraiment le marché, le fait que la SEC poursuit. On a pu voir du côté d'Altcoin se sont fait décimer. Si on va voir la dominance du Bitcoin est en train de monter en flèche. Et ça suppresse vraiment le marché. Du côté du S&P 500 et du Nasdaq, on est pratiquement au sommet historique en all-time high. Du côté des cryptos, ça va vraiment pas bien. Pourquoi? Peut-être qu'il y a plusieurs raisons, mais une des plus grosses raisons pourquoi ça va pas bien en juin, eh bien, c'est le fait que la SEC poursuit Coinbase et Binance. Est-ce qu'il y a d'autres raisons derrière? Probablement. Ouais. Il y a tout le temps des choses qu'on saura peut-être jamais de toute façon, ou qu'on ne saura vraiment pas tout de suite, du moins. OK. Fait que question marché, ça veut dire Bitcoin à 10 000 demain? C'est ça que tu nous dis? Bon, honnêtement, moi, je trouve que c'est vraiment bullish le fait que BlackRock font application pour un Bitcoin ETF. Pourquoi? C'est que, comme je disais au début, BlackRock, c'est un des plus gros joueurs. C'est un des plus gros gestionnaires d'actifs au monde. Ouais. Ils ont des liens avec la SEC, ils ont des liens avec le gouvernement. Ça me surprendrait qu'ils se fassent refuser leur ETF. Si BlackRock se font refuser leur ETF, ça ne fait pas de sens. BlackRock ne fait pas les choses pour rien. Ouais. Et même si on sent... Quand ils mettent de quoi en application, c'est parce qu'ils savent déjà que les autres vont l'accepter. Oui, ça a été pensé, tu sais. Ils ne lancent pas une balle au mur parce qu'elle ne va pas revenir, tu sais, techniquement. C'est drôle parce que quand on parle de manipulation de marché, de suppression de la masse, tu sais, pour vraiment manipuler les gens, eh bien, quand on regarde le 5 ans, Larry Fink, qui est le CEO de BlackRock, disait « Le Bitcoin et les cryptos, c'est un outil de blanchiment d'argent. Ça ne servira à rien. On n'est pas intéressé. » 5 ans plus tard, il lance l'application pour un Bitcoin ETF au techniquement bottom du bear market parce qu'on sait comment que les cycles de 4 ans avec le halving marchent. C'est sûr qu'on ne peut pas être sûr à 100% que le futur va se passer comme le passé, mais à l'habitude, l'histoire rime avec ce qui s'est passé. Ouais. Techniquement, en ce moment, on est comme début du bull market. Et là, je sais, les gens, ils ont tout le temps...
une idée. Ils sont comme, tu parles de bull market, ça veut dire que je vais faire 10x demain puis que je vais faire de l'argent facile. Non. Un bull market, c'est simplement qu'on est en tendance haussière pour une période prolongée. Ouais. Ce qui m'inquiète le plus, par exemple, pour le marché des cryptos présentement, c'est que, comme je disais, le S&P 500 et le Nasdaq est pratiquement à son sommet historique et qu'on tire vraiment de la patte du côté des cryptos. Généralement, on avait une certaine corrélation. Donc, quand le Nasdaq, qui est le marché des technologies aux États-Unis, montait à la hausse, les cryptos montaient à la hausse. Pourquoi? Parce la blockchain, c'est une technologie. T'sais. Et là, on tire vraiment de la patte. Sauf que du côté du Nasdaq, du côté du S&P 500, les gens commencent tout à s'affoler parce qu'on a brisé notre tendance baissière. On est pratiquement au sommet historique. Le monde dit « OK, le bull market est revenu. » Quand j'entends ça, ça me fait peur. Parce que quand le monde dit « OK, le bull market est revenu », et là, tout le monde commence à acheter. Ça va s'en aller sur le drop d'habitude. Ouais. Exactement. Spécialement qu'on arrive dans des zones quand même intéressantes sur les charts. Je peux peut-être partager mon écran. Ben, si tu veux, vas-y, partage. Puis je mettrai, suppose, je couperai au montage pour que ce soit moins long. Mais même moi, j'en ai une charte à l'écran. Là, puis moi, j'avais fait une trendline. Là. Selon moi, on était sur un plateau tellement important en ce moment. Là. Un petit peu, est-ce que tu vois marche? Ouais, je vous la présente traite là. OK. Let's go. Donc, la charte que tu vois présentement, c'est le Nasdaq, c'est les mini futures, tu sais. Donc, qu'est-ce que tu vois ici? C'est clairement une tendance haussière assez puissante. Ce qui m'inquiète d'une certaine façon, si on compte les semaines, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a genre 8 semaines. Donc, 2 mois de uptrend continu. Et ça, on va voir dans le passé. C'est rare que ça arrive si on était dans un très gros bull run de ce côté ici, dans cette zone-là. Ouais. Présentement, comme je dis, on arrive dans une zone d'offre. Donc, on a un weekly order block. Pour les gens qui sont sur ma chaîne, ils vont savoir c'est quoi un weekly order block. Et ça ne me surprendrait pas. On a clôturé la semaine en SFP. Donc, on a swingé au-dessus des hauts ici. Et on a été rejeté. Ça ne me surprendrait pas qu'on voit quelque chose du genre pour les semaines à venir. Est-ce que ça veut dire que c'est un cataclysme et qu'on va retourner à la baisse? Pas nécessairement. Ça pourrait être très santé de voir un pullback dans cette zone-là et de pouvoir partir à la hausse. Ce qui a emmené le Nasdaq à monter autant, je crois que c'est vraiment c'était Nvidia qui est du côté de l'intelligence artificielle avec les chips, etc. J'ai vu Snapdragon avec le VR aussi, on fait de gros progrès, là, on a sorti des belles chips et tout. Exact. Donc, du côté des technologies AI, je pense que c'est ce qui a propulsé le Nasdaq vraiment à la hausse. Et si je m'en vais du côté du S&P 500, qui est les 500 plus grosses compagnies aux États-Unis. Exactement. On est un peu moins puissant, mais on a encore brisé notre tendance à la baisse. Il y a certains patterns, on aurait pu dire qu'on avait un broadening wedge ici comme ça, qui nous indiquait qu'on allait pumper à la hausse, qu'on a brisé, on a été retesté dans cette zone-là et on repart à la hausse. Donc, on est en train de briser des résistances du côté du S&P 500 et du Nasdaq. Le dollar, de son côté, est à la baisse. Et habituellement, quand on voit ça, le Bitcoin est censé monter, mais si on s'en va du côté du Bitcoin, on est très, très loin. On peut voir que la charte est très différente comparativement au Nasdaq et au S&P 500. On est loin, loin de nos sommets historiques. Et c'est ce qui m'inquiète un peu. On a quand même une belle tendance récemment en semaine. On forme des hauts de plus en plus hauts avec des bas de plus en plus bas. Je vais peut-être me permettre de... Je vais... Faut que j'arrête. Continue. Je vais présenter mon écran après. Tu me diras si je me trompe, parce que moi aussi, j'en ai une charte en ce moment, puis j'ai l'impression que je vois la même chose que toi, un peu. OK. Fait que ce qui m'inquiète... Excuse, tu vois-tu? Ma ligne en blanc, là. Si tu vois, sur le Bitcoin, on est sur une résistance puissante. Là, ça cote sur les tops qu'on a ici. Là. Ouais, bon, on pourrait dire que c'est une trend line, mais techniquement, c'est genre... On pourrait... Tu sais, les trendlines, c'est relatif. Tu pourrais choisir... je peux choisir mes points, là. Exact. J'ai pris 2 tops, là. C'est pour ça. Mais on est dans une résistance. Ouais, on est dans une zone de résistance. Ouais, puis elle me paraît confirmée par ce que je vois là, personnellement. Mais c'est une résistance de trendline. Ce que souvent, je prends moins en compte. Moi, je prends vraiment des résistances de niveau horizontal. C'est plus ce que je fais dans mon système de trading. On est dans le fondamental. Ben, pas nécessairement dans le fondamental, mais dans mes... je regarde vraiment les zones d'offres et de demande, donc j'appelle ça un order block. C'est comme ça que je l'ai appris. Ils appellent ça le Smart Money Concept. Moi, c'est simplement des zones d'offres et de demande. On a été rejeté sur celle en weekly. Et
c'est ça. Fait qu'on on est en train de rebondir, on est mitigé. La seule chose qui m'inquiète, c'est qu'on voit vraiment le S&P 500, le Nasdaq trend à la hausse. Techniquement, on est dans un territoire de bull market pour ces deux index-là américains. Et du côté du Bitcoin, on tire de la patte. Donc, qu'est-ce qu'on va voir si je retourne sur ma charte? Qu'est-ce qu'on va voir si, par exemple, le S&P 500 retrace et le Nasdaq, si on repart à la baisse? Est-ce qu'on va avoir encore une corrélation qui est inverse? Donc, le Bitcoin repartira à la hausse. Ce qui pourrait être étrange, mais ce qui pourrait être un point qui pousse un peu ce narratif-là qu'on a une corrélation inverse, ça serait peut-être le ETF de BlackRock qu'on repart à la hausse. Donc, c'est quelque chose à regarder. Mais j'aime pas ça voir les cryptos autant tirer de la patte quand on voit le S&P 500, le dollar tomber. On sait qu'il y a une corrélation quand le dollar tombe, le Bitcoin monte, etc. Pour l'instant, c'est pas le cas. Ouais. Great. Donc, hey, ça nous fait combien de temps? Je sais pas, ça nous fait combien de temps? On a-tu un autre petit survol à faire avant de terminer tout ça? On a d'autres petites news intéressantes? Est-ce qu'on a d'autres news? XRP, on a des gens qui disent que ça s'en vient sur la fin pour de vrai, ce que je commencerais pour de vrai à croire. Je croyais pas ça l'année passée, mais... Mais ça pourrait être de quoi d'intéressant. Tu sais, le monde, tu as vu la SEC a changé leur cheval de bataille, donc pendant 2 ans, voire 3 ans, je pense que ça fait 2 ans, en décembre 2020, fait 2 ans et demi, la SEC s'attaquait au XRP, etc., qui ont vraiment suppressé tout le bull market. Le XRP n'a pas performé et c'est normal, ils sont en poursuite judiciaire, donc c'est très dur de performer quand on est dans une situation de genre. Et là, la SEC change leur cheval de bataille pour s'attaquer à Coinbase, à Binance. Donc, s'ils mettent leurs ressources sur Coinbase et Binance, c'est parce qu'ils savent qu'ils vont perdre la bataille à gauche, mais qu'ils veulent attaquer à droite en se disant « OK, on va essayer de manger un peu de miettes. » t'sais. Sauf que ce qu'il faut noter, c'est que Coinbase et Binance ont beaucoup de ressources, beaucoup de fonds pour se battre, beaucoup plus que Ripple et XRP. Et comme je vous dis, je pense que c'est une grosse gamique. C'est sûr, souvent les gens disent c'est juste de la corruption, c'est juste de la corruption. C'est certain qu'il y a beaucoup de corruption, mais où que je voulais en venir avec ça, j'ai perdu mon fil. Il y a beaucoup de corruption, mais c'est simplement pour distraire un peu le public, je crois. Ouais. Simplement de la distraction. Ouais, puis en même temps, ça ferait du sens que la SSI fasse juste comme on a essayé de tuer la crypto là, peut-être pour aider justement notre chumé BlackRock en arrière, peut-être. Puis là, ça marche pas. Fait qu'on va aller de ce bord-là. Coinbase, Binance, let's go. T'sais. Mais ça peut être du vent. Ouais, ça pourrait faire beaucoup de sens. Je trouvais quand même que justement, ça pouvait avoir une corrélation avec le XRP. Mais si on gagne du côté XRP, c'est une bonne nouvelle pour Binance et Coinbase, non? Ouais, parce que tu sais, Binance et Coinbase se font accusés en fait de vendre des sécurités, d'être un échange de sécurités non régulées. Ouais. Donc les sécurités, c'est des valeurs mobilières, on parle des actions, on parle des index, les ETF, tout ce genre de trucs-là. Je trouve que c'est certain qu'il y a beaucoup de cryptos qui sont des sécurités. Quand on parle de sécurité, c'est simplement qu'ils sont là pour recevoir un gain. Dans le fond, les gens investissent pour avoir un gain, mais il y a beaucoup de utility tokens qu'on appelle, donc tout ce qui est utilisé dans les blockchains. Tu sais. Ouais. Ethereum, tu as besoin du gaz. Ethereum, Algorand, Cardano, tout ce genre de trucs-là, c'est des tokens d'utilité, donc tu en as besoin pour interagir avec la chaîne. Mais quand il y a beaucoup de shitcoins comme PP, tout ce genre de shitcoins-là, tu sais, c'est certain que c'est fait simplement pour le divertissement et la plupart sont des pump and dump qui sont en fait des sécurités non régulées. Je suis d'accord, mais en même temps, c'est un peu un marché Far West. C'est très, très dur à réguler parce que il y a comme pas de... Tu sais, la blockchain, c'est certainement décentralisé. Tu peux pas empêcher à quelqu'un dans son salon de lancer un token, tu sais. Mais non. Moi, j'engage des développeurs puis on lance un token. C'est pratiquement impossible à interdire. C'est sûr que les gros échanges comme Coinbase, comme Binance devraient peut-être passer de lister des tokens du genre, je pense. Ouais, mais je pense que c'est ce qui va devenir de plus en plus dangereux pour les plateformes style Binance, Coinbase, peu importe. Ça va être de choisir ce qu'ils vont lister comme token. Il va falloir qu'ils fassent beaucoup plus attention. La réglementation est bonne, mais
justement, tu peux créer ton coin, mais ça veut pas dire que n'importe qui va le lister et tu vas réussir à le vendre parce que justement, tu n'as rien prouvé en arrière. Tu as fait un listing, c'est beau, c'est tout. Là. C'est comme une annonce sur le marketplace de Facebook, là, ça vaut rien à un moment donné. Donc, c'est rendu facile de faire un coin, mettons. Ah, c'est extrêmement facile. Tu t'en vas sur Fiverr, tu engages des développeurs qui habitent au Kenya, tu leur envoies 20$ puis tu crées un token avec un contrat. T'sais. On a pu voir la même chose. Je sais pas si tu as vu la saga un peu de Ben.ETH. Ben.ETH a lancé des tokens. Le Bencoin qui a été racheté par BitBoy Crypto, etc. Ouais. Mais tout ça, c'est le gars, en fait, pour ceux qui ne savent pas, le gars, il a engagé des développeurs. Il a lancé un token nommé Ben.ETH qui a été vraiment propulsé par BitBoy Crypto qui s'appelle Ben Armstrong. Donc, il a racheté le token, mais ça a créé une sorte de hype autour. Et ça l'a créé vraiment ça l'a pas rendu famous, ça l'a juste rendu un peu plus connu, le gars Ben.ETH, qui est un dork, là, qui est sur Twitter, il n'y a pas rapport. Puis après ça, il a lancé 2 autres tokens, PsyUp et Loyal, je crois, je suis pas trop sûr. Okay. Et dans le fond, les gens envoyaient des Ethereum à son propre wallet personnel pour recevoir des tokens par la suite. T'sais. Mais il n'y a aucune liquidité dans les pools de liquidité. C'est pas échangeable. Tu sais, les gens, là, si vous écoutez ça présentement et que vous envoyez des Ethereum à un gars sur Twitter pour lancer un shitcoin, je veux dire, vous méritez de perdre votre cash. Tu sais. Ouais. Mais le gars s'est fait 20 millions en 3 semaines, genre, man. 20 millions US. C'est des donations qu'il reçoit, dans le fond. Là. C'est ça que le monde ne comprenne pas. C'est comme si je te disais si tu me donnes 20$, je vais te donner la lune. Mais ouais, mais man, tu vas faire comment pour la décrocher dans haut, toi, là, tu sais? Tout le monde va y envoyer 20$. Des fois que tu serais le gagnant dans les 20 millions qui ont envoyé 20$. Sauf que là, c'est de la crypto. Fait que le monde a envoyé 3-4 Ethereum. Ben, il y a plein de sagas de même. C'est comme Poly.it, je pense. Je suis pas mal sur Twitter, fait que je vois toutes ces sagas-là passer. Là. Poly, il a dit « Envoyez-moi de l'argent, vous n'aurez pas de token. » Puis là, il mettait le cash tag qu'on appelle. Fait que tu as un signe de cash, un signe d'argent, avec un nom de token, nothing. Il disait « Je vais vous envoyer rien. » Je t'envoie rien. Puis là, le monde sont comme « Ouais, mais là, t'avais fait un cash tag avec nothing. On pensait qu'il allait avoir un coin appelé nothing. » C'est comme « Bro, t'envoies un gars 1000$, 10 000, 100$, whatever, combien que t'as envoyé. Un gars, je pense que lui, il a eu genre 1,2 million ou de quoi de genre en une couple de jours. T'sais. Oh my God. T'envoies ton argent à des gens qui te disent qu'ils te lanceront pas de token. Vous êtes stupides. Là, ouais. Il y a tellement beaucoup de... La crypto attire beaucoup de ce genre de personnes-là qui veulent get rich quick ou qui ont vraiment aucune connaissance, qui pensent que genre ils comprennent pas vraiment la philosophie d'investissement derrière ça. On investit dans des technologies en blockchain, mais ça rend tellement le monde stupide. Si vous allez dans le top 100, il y a combien de shitcoins? T'as le Dogecoin, t'as Shiba Inu, t'avais PP. C'est tout ce genre de trucs-là. Ça n'a aucun rapport. C'est sûr qu'il y a des communautés derrière, puis que la force de communauté, c'est quand même puissant. Quand les communautés se mettent ensemble, c'est quelque chose de très puissant. T'sais. Et on peut le voir, PP monter à 1 milliard de market cap en seulement quelques jours. T'sais. J'ai découvert PP, je pense qu'on était à 30 millions de market cap. Là, à chaque fois que je vois des shitcoins, je suis comme, non, j'investirai pas là-dedans. Pas. Non, mais pas que ça arrivera pas, je suis comme, ok, j'ai aucune logique. Je check, on fait un 20x en une couple de jours, je suis comme, des fois, je devrais gambler un peu. T'sais. Je suis pas assez gambler, comme on dit. Tu sais, genre de monde qui mettent 4000, qui sont millionnaires, là. T'es comme, quoi? Pardon, mais ça, souvent, c'est des histoires de même. Tu entends 1 ou 2 personnes, parce que c'est des histoires qui ressortent. Fait que tu vas avoir 1 ou 2 personnes, genre, pis t'as fucking 1 million de personnes qui ont toutes perdu. Là, ils sont comme, ouais, mais si ça aurait été moi, ouais, mais t'as plus de chances de gagner à l'autre. Achète-toi un 6,49 ou un Lotomax à toutes les semaines, au final. Ouais, c'est ça. Sors dehors quand il y a un orage, là, t'as plus de chances de te manger une foudre que de gagner. Là. Exactement. Ouais, great. Je pense que de toute façon, on a fait le tour pour aujourd'hui. Donc, merci, Gab. Ouais, yes, man. Pas de trouble. Donc, là, je dis merci, mais avant de crisser notre camp, il faut aller faire un tour sur ta chaîne. Là, tu nous pars des lives tranquillement. Puis, si j'ai bien compris, là, tu te lances en ligne. Je me lance en ligne, mais ça se peut que je... Wow. Ça se peut que je sois pas trop prêt. OK. C'est parce que là, je disais... Là, faut que j'arrête de dire ça. Sur ma chaîne, je disais... Je fais une vidéo par semaine, mais... Je suis tellement genre occupé dans ma vie, man. Je voyage, je me promène, je fais beaucoup de sport, je trade. Des fois, je fais des contrats de travail.
Genre, c'est pas que je fais rien chez nous puis je regarde le temps passer. J'ai pas de 9 to 5 non plus. Je m'en vais pas à ma job tous les jours. C'est rien que des fois, je suis tellement occupé. J'ai voyagé tout l'hiver. Je suis parti en octobre. Je suis allé au Mexique, Australie, Indonésie. Je me suis promené tout l'hiver. Des fois, c'est dur. J'essaie de bâtir ma discipline de ce côté-là, mais c'est dur d'être là toutes les semaines, de faire des vidéos, etc. Là, je veux rien promettre. Je vais faire un live semaine. Puis cet été, ça se peut que je saute une semaine. Je vais essayer, non. Mais à partir de septembre, je vais vraiment être concentré. Je devrais être chez moi et je devrais être là toutes les semaines. Great. Fait que nous autres, on va te garder à tous les dimanches. Puis on va se revoir sur ta chaîne dans ce cas-là. Yeah, man. Great. Okay. Peace, la gang. Donc, à la prochaine. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show.